Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 28 février 2025. Beaucoup de choses cette semaine pour vous. On va aller faire un tour en Suisse pour parler du meilleur du podcast. On va parler d'une nouvelle puce quantique développée par AWS. On va revenir sur l'IA Engineer Summit qui se tenait à New York. On va parler de l'IA et de tourisme. On va parler d'apprentissage de langue à l'ère de l'IA. Et puis on va parler aussi avec quelqu'un de Google qui vient nous présenter un nouvel outil qui a été présenté cette semaine, le Gemini Code Assist. Du côté de mes collègues, Catherine Dupont-Gagnon nous parle de la solitude qui devient un enjeu dans le monde de la cybersécurité. Thierry Hébert nous parlera de l'IA en Suisse. Stéphane Ricoul se demande si la donnée n'est pas devenue un nouveau dollar. Et Jean-François Poulin nous parle de l'industrie du UX qui se pose beaucoup de questions. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Anthony Masset, Pierre Bellefeuille, Pascal Padelot, Thierry Labiche et Philippe Doyon-Poulain. Merci à vous 5 pour votre écoute de Mon Carnet, puis merci à vous qui m'écoutez actuellement, que je n'ai pas nommé. Merci de m'accueillir comme ça entre vos deux oreilles. Très heureux d'être avec vous. Et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Comment vas-tu? Ah ben voilà, on s'est télescopé. C'est le débrief transatlantique, c'est magnifique. Oui. Et beaucoup de matériel cette semaine, on a, il faut le dire, on s'est battu pour savoir finalement qui allait parler de quoi. Et puis finalement, les deux sont tombés sur le même truc. On veut revenir, et tu me corriges si je me trompe, mais sur la grande annonce de Amazon cette semaine à New York, mercredi, c'était l'annonce de Alexa Plus en grande fanfare. Et qu'est-ce que tu en tiens de cette annonce-là et de ce retour de l'évolution d'Alexa? Je trouve que discuter avec toi, c'est presque aussi agréable que de discuter avec Alexa Plus, ou plutôt... Est-ce que c'est un compliment? Discuter avec Alexa Plus, ce sera peut-être bientôt aussi agréable que de discuter avec toi. C'est ça le truc. Okay. C'est quand même assez impressionnant. Effectivement, j'ai l'impression qu'on franchit un cap important. Alors moi, je dois dire que je suis pas objectif parce que je suis très gros utilisateur d'Alexa. Depuis des années, depuis le début, j'ai des Alexa partout chez moi. Pareil ici, je lève la main, je suis coupable. Pareil chez toi, voilà. Donc on est complètement intoxiqué, on se sent vraiment concerné. Mais c'est vrai que tu seras d'accord avec moi pour dire que jusqu'à présent, Alexa avait pris un sacré coup de vieux, notamment depuis l'apparition de ChatGPT. Et au niveau conversationnel, au niveau accès à de l'information, c'était encore très primitif. Puisque si on lui demandait, je sais pas, de nous parler du jambon en Espagne, par exemple, il me disait qu'il avait trouvé telle ou telle réponse sur tel site, mais il n'était pas capable de faire des réponses comme ChatGPT. Et ben là, ça y est, Amazon entre enfin dans l'ère de l'IA générative et même peut-être même au-delà dans l'ère de ce qu'on appelle l'IA agentique, en fait. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, en tout cas cette semaine, avec cette annonce-là, puis le déploiement va se faire tranquillement pas vite là, à travers la planète, mais avec cette annonce-là, j'ai l'impression que Amazon livre la marchandise de ce qui nous avait été promis il y a 8 ans, quand Alexa était sortie en premier, où quand tu voyais ça, c'était formidable. Tu avais une borne, tu lui posais des questions, elle te répondait, tu avais ton information, elle contrôlait tout, elle semblait vraiment avoir une intelligence, alors qu'essentiellement, c'était un furteur vocal qui prenait son temps pour aller chercher de l'information, ramenait, puis je ne trouvais pas, elle disait, je ne comprends pas. Ouais. Mais c'était ça. Et là, aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui nous est proposée, on est devant quelque chose qui est à jour, puis tu l'as dit, la donne a changé depuis que ChatGPT en mode vocal est arrivé. Ça fait basculer. D'ailleurs, je faisais la remarque à ma conjointe hier, maintenant, tous les chats, tous les robots conversationnels sont disponibles en ligne. Et d'ailleurs, le plus dynamique, mais presque pour pas dire arrogant, c'est celui de Croc, de X. Je sais pas si tu as essayé. Alors, je l'ai pas essayé, mais j'ai vu des retours, mais il est tout fou, lui. Non, mais attends. Moi, il est sans filtre.
Je t'insulte. J'étais hier avec ma conjointe assis tranquille dans le salon et là, je le déclenche. Et là, c'est lui qui me posait des questions. Mais genre, il voulait entamer la discussion avec moi, mais c'était pas seulement « Oui, comment puis-je vous aider? » Non, il dit « Permets-moi de te poser une question. » Et là, c'est lui qui voulait lancer la conversation, alors que moi, je voulais juste passer à l'autre application, mais il restait ouvert. Alors, il continuait à parler, mais maintenant, donc c'est Elon Musk dans toute son horreur. Oui. Mais donc, Gemini maintenant parle, Copilot parle, Croc parle, ChatGPT parle depuis longtemps, Anthropic, si je me trompe pas, parle aussi. On est vraiment passé à autre chose. Alors, de voir que finalement, l'ancêtre de tout ça, qui est Alexa, dans le fond, c'est Siri, là, mais pour le bien de la conversation, on va dire que c'est Alexa, arrive aujourd'hui à ces normes-là. Moi, je trouve que pour des utilisateurs comme nous, c'est une excellente nouvelle. C'est complètement une excellente nouvelle parce que, en plus, Alexa est déjà dans nos vies, puisqu'on l'a dit, toi ou moi, on l'utilise. Il est très utile aussi sur la maison connectée. Donc, il a une longueur d'avance d'une certaine manière. Il a tout l'environnement des skills, tout cet écosystème de skills, c'est-à-dire des applications. C'est aussi une plateforme, Alexa, et c'est là où ils ont pris d'avance, avec une boutique d'applications. Et mais on butait encore sur des choses un petit peu compliquées, notamment pour configurer. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la keynote d'Amazon, c'est la promesse de pouvoir bientôt configurer des routines de manière vocale. Moi, j'utilise pas mal les routines. C'est quoi les routines? C'est par exemple tous les matins à telle heure ouvre les volets, tous les soirs attention à telle heure ferme-les. Attention ce que tu dis parce que tu vas les faire démarrer chez ceux qui l'utilisent là. Oui, il faut faire attention à tous les mots qu'on prononce quand on traite ce sujet-là. Mais ça marche très bien, moi, les routines chez moi. Mais parfois, c'est parce que j'ai pris le temps de les configurer sur l'application mobile, etc. Et en plus, parce que ça fait appel à des applications, c'est-à-dire que mes volets, ils sont pas directement connectés à Alexa. Ils passent par une autre application, qui est l'application de domotique que j'utilise. Donc, t'envoies une commande, puis elle est relayée à quelque chose d'autre. Exactement, voilà. Donc, c'est pas simple. Or là, la promesse, c'est qu'on va pouvoir faire ça, ce qu'on peut donc déjà faire, mais on va pouvoir créer des nouvelles routines et configurer des nouvelles routines beaucoup plus facilement. Et ça va certainement intéresser des gens qui ont envie d'aller vers la maison connectée, mais qui n'y vont pas parce que mine de rien, ça reste encore un peu compliqué la maison connectée. Donc il y a ça qui est super intéressant. Il y a tout simplement la reconnaissance vocale. C'est vrai qu'Alexa parfois se trompe. Moi, elle me comprend très bien, Alexa, mais par exemple, elle comprend beaucoup moins bien ma femme. Donc voilà, ma femme s'énerve, elle lui répète 3 fois les mêmes choses, etc. Mais c'est aussi parce que elle parle à Alexa comme à une personne, parce que c'est ce qu'on a envie de faire, et donc elle lui dit allez, s'il te plaît, maintenant ouvre les volets et tais-toi. Et ça marche pas, ça ne peut pas marcher. Non, mais demain ça va marcher. C'est ça. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut prononcer les bonnes phrases qui sont des triggers, des commandes. Et ben ça, a priori, on n'aura plus besoin de se soucier de ça. On sera vraiment dans un mode conversationnel convivial, et ça c'est quand même un grand pas en avant. Et c'est une conversation avec un agent conversationnel 2025. Et c'est la bonne nouvelle. Mais comme tu dis, puis j'ai l'impression que, c'est drôle, hein, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression qu'on va passer de la domotique à la maison branchée, à la maison connectée. Et domotique, c'était très compliqué encore. Mais là, avec la maison connectée, c'est ça. On le fait. Alors bon, simplement. Il faut peut-être pas s'emballer non plus parce que on sait qu'il y a souvent beaucoup de promesses et pas beaucoup de réalité. Après, sur les histoires de skills, c'est intéressant parce qu'il y a aussi toutes les promesses en matière de commerce. Voilà, tiens, s'il te plaît, j'ai plus de sacs poubelles, Alexa, commande-moi des sacs poubelles et tac, en 2 clics c'est fait. Aujourd'hui, ça fonctionne pas encore très bien. Mais tu te souviens quand même de l'époque où Amazon avait sorti les petites tags magnétiques. Les petits boutons, mais ça c'était un clic. Alors, tu mettais ça à côté de ton lave-linge, il te manquait de savon, tu cliquais là-dessus, le lendemain, ça arrivait. Mais alors ça, moi, mes enfants étaient petits à l'époque et ils arrêtaient pas de cliquer et j'ai reçu des cartons entiers de tubes de dentifrice, tu vois. Donc, c'était horrible. On les a vite enlevés, les boutons. C'est bon quand même.
Après, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue plus, on va dire, stratégique, commercial et de marché, c'est qu'Amazon récupère son retard, clairement. Et je serais curieux de savoir si le fait qu'ils aient déjà cet écosystème avec les skills va leur donner réellement une longueur d'avance ou pas. Parce que, alors c'est vachement bien parce qu'il y a déjà toutes ces skills, mais tu vois, il y a une réflexion intéressante qui est que est-ce que pour pouvoir converser avec aussi tous les services marchands, pour faire des commandes, pour réserver une place au restaurant, une table au restaurant, pour réserver une place de concert, etc. La promesse d'Alexa, c'est utiliser les skills des applications derrière, applications de livraison, etc. Ces skills-là. Oui, il va falloir les modifier, absolument. Ouais. Mais sinon, tu sais comme moi qu'il y a une autre approche qui est celle des IA agentiques qui seront capables d'aller simuler ce que nous on ferait sur un site web. Et là, il y a plus besoin de skills, il y a plus besoin d'écosystème, ça passe plus par les API, ça passe par les interfaces traditionnelles. Et donc, c'est là où ChatGPT, avec un truc comme Operator, qu'ils avaient lancé il y a quelque temps, pourrait aussi marquer des points. Donc, on s'approche. C'est vraiment intéressant. On embarque dans une nouvelle, une nouvelle dimension. J'allais dire compétition, c'est ça, dimension. Exactement. Ouais. Mais ce que je trouve habile de leur part, par exemple, c'est l'approche qu'ils ont prise par rapport à la tarification. C'est-à-dire que longtemps, on a dit, ça fait 2 ans qu'on en parle de ça, là, ça va coûter entre 5 et 10 $ par mois. Finalement, ça coûte 19 $ américains par mois. Mais les membres Prime l'ont gratuitement. Et pour le moment, on s'entend. Mais ça, je trouve ça tellement intelligent de leur part parce que ça les fait rentrer d'un coup dans un marché qui est bien établi à travers le monde. Puis évidemment, ça rehausse la valeur de leur service Prime. D'ailleurs, encore ce matin, je visionnais une vidéo du patron de Prime et lui, il était heureux comme un coq parce que on venait de rehausser. Puis il fait tous les liens avec les avantages de Prime. Et là, maintenant, combien ça coûte chez vous au Québec, Prime? Écoute, c'est autour de 100 $. 100 $? Ah, mais je crois que c'est moins cher chez nous. Il faudrait que je vérifie. Mais je pense en partant, l'euro vaut le double du dollar canadien. Donc, c'est sûr que c'est moins cher. Ah, oui, c'est ça. Voilà. On est autour de 50 euros. C'est ça. 50 euros. Et c'est vrai que Prime, c'est les livraisons gratuites, la vidéo sur Prime Video et maintenant, la musique, Amazon Plus. Et la musique aussi. Puis aussi des accès à Twitch privilégiés. Non, moi, je l'ai toujours dit. À l'heure actuelle, dans l'offre numérique, c'est probablement l'offre de Amazon Prime qui est la plus intéressante. Un peu moins maintenant, un peu moins. Moins au Québec maintenant parce qu'il n'y a plus de service de livraison de Prime. Mais pour le reste de l'offre, c'est très avantageux. Ah, il n'y a plus de service de livraison de Prime? Ah non, ça, c'est toute une histoire parce qu'ils ont fermé tous les entrepôts qu'ils avaient. Ils en avaient 5 ou 6 au Québec. Ah bon? Ils ont fermé. Vous les avez énervés encore? Oui, exactement. Je pense que c'est une histoire. Vous énervez beaucoup les GAFAM. Je dis ça, je dis rien, mais c'est une histoire de syndicalisation, officieusement, mais officiellement, il y a d'autres raisons, là. Mais ça les a énervés un peu, alors ils ont tout fermé. Ça les a énervés qu'il y ait des syndicats, d'accord. Ouais. Eh oui. Tu parles de quoi cette semaine, toi, dans Mon Numérique? Alors moi cette semaine, je vais parler. Je retrouve Luc Julia, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui me fait la gentillesse d'intervenir une fois par mois dans Monde Numérique. Et ce mois-ci, je l'ai interrogé. Alors on parle, devine de quoi? On parle d'intelligence artificielle. Ouais, ça j'imagine, mais quand même. On revient un petit peu sur. On est complètement dans l'actualité passée et présente. On revient un peu sur le sommet de l'IA, une fois de plus, mais parce qu'il y a tellement de choses à en dire. Et puis, on parle notamment de ces IA agentiques. Qu'est-ce que c'est que ces agents d'IA? Et donc, il nous explique exactement de quoi il s'agit. Et puis, c'est pas tout. Il y a un autre sujet brûlant dans l'actualité en ce moment. C'est un petit peu l'intelligence artificielle et la musique. Tu sais que les créateurs de musique, les musiciens commencent à s'inquiéter, etc. Il y a aussi Angleterre, tu as vu le mouvement? Ouais, tout à fait. Il y a des artistes, 1 millier d'artistes qui partent en guerre contre l'utilisation de leur musique pour l'entraînement des IA. Et puis, il y a un autre problème, c'est le déferlement de musique créée par intelligence artificielle sur les plateformes de diffusion, Spotify et Deezer, pour des raisons financières, pour faire de l'argent et au détriment des artistes. Et donc, il y a la plateforme française Deezer qui a développé une solution technique pour détecter les contenus générés par IA. Et donc, le directeur de l'innovation de Deezer nous explique comment ça marche cette semaine dans Monde Numérique.
C'est intéressant, ça. Il y a Spotify qui a pris la même approche, mais eux, ils ont décidé de pas les exclure. Et donc, ils sont dans les playlists, mais ils sont identifiés. Et puis tu vois, moi, je me garde une petite gêne parce que je crée beaucoup toute la musique qui est sur mon carnet, tout ce qui est musique de transition. Même le thème a été fait par Suno, mais je le publie pas publiquement, je le garde uniquement pour ma programmation pour toi. Moi. Là. Ouais. Mais toi, tu es très fort parce que c'est intéressant qu'on en parle, c'est amusant. Moi aussi, j'ai essayé de faire de la musique avec Suno et je suis pas du tout arrivé au résultat que je voulais. Et du coup, je suis passé par des vrais musiciens en chair et en os, par Fiverr, et j'ai trouvé des créateurs sur Fiverr qui m'ont fait des trucs très sympas. Et puis, ce qui permettait en fait de faire des itérations, de dire ça me plaît, ça me plaît pas, de faire recommencer, alors qu'avec Suno, c'est très difficile de faire ça. Ouais. En réalité. Mais de plus en plus facile. Voilà, ils ont perfectionné le suivi ou l'adaptation, là, mais évidemment. Ah oui, tu peux demander des retouches, etc. Ouais, mais on s'entend. Ça n'a rien que comme travailler avec un humain et dire à ce moment-là, tu as une ponction, je veux enchaîner sur autre chose. Oui, mais c'est surtout qu'il faut être musicien. Moi, je suis pas musicien, je suis pas capable de donner des instructions et de verbaliser ce que je veux. Je sais pas dire exactement ce que je veux. Je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas à l'arrivée, mais voilà. Donc, s'il y a pas un humain qui me propose des choses, j'ai beaucoup de mal à commander à une IA ce que j'aimerais entendre, en fait. Ah, tu vois. C'est là qu'on voit que mes années de réalisation musicale servent finalement à quelque chose. Certainement. Voilà. Jérôme, je te laisse poursuivre ton podcast avec tes auditeurs et tes invités et je te dis merci d'avoir été là, d'être passé comme ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi pour ce coucou dans Monde Numérique et on se dit à la semaine prochaine, Bruno. Salut. Salut. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Alors d'habitude, je le présente et puis après, il nous raconte des histoires helvètes de sa Suisse pour nous parler de ce qui se passe et puis pour nous vanter les mérites de ces gens-là. Mais ce coup-ci, j'ai décidé, je vais toujours vous présenter son billet, mais ça va être un petit peu plus tard dans le podcast. Mais ce coup-ci, j'ai décidé de carrément lui passer le coup de fil pour avoir des nouvelles de lui parce qu'imaginez-vous que après le meilleur de la pub, après le meilleur du web, après le meilleur de tout dans le monde des communications, Thierry Weber et ses comparses ont décidé de créer un événement qui s'appelle le meilleur du podcast. Alors, disons que c'était assez pour attirer mon attention, puis j'ai dit, Thierry, peux-tu te rendre disponible 5 minutes pour qu'on se parle, pour me présenter cette chose-là? Il a accepté. Alors, je le retrouve, mais je vous rassure, on va l'entendre un petit peu plus tard dans le podcast. Salut, Thierry Weber. Salut, Bruno. Alors, Thierry, c'est quoi ça, le meilleur du podcast? C'est surtout l'occasion ici en Suisse de faire rayonner cette industrie. Comme j'aime le dire de temps en temps, on est en Suisse avec un petit décalage de 2 ans sur des technologies, sur des trends, sur des tendances. Et pas sans savoir que le marché du podcast, le marché publicitaire, les créateurs de podcasts, les professionnels qui en vivent et en fait partie, sont légion en Amérique du Nord. Ça commence à bouger en Europe avec nos voisins comme la France. Mm-hmm. Et puis en Suisse, il fallait un petit peu rattraper ce retard. C'est surtout l'occasion de fédérer en fait ceux et celles qui ont envie de créer, qui en créent, qui ont ça comme passion ou pourquoi pas même comme métier. À vue d'oiseau, si on parcourt la Suisse, tu dirais que c'est quoi? C'est d'abord et avant tout les médias qui sont très dynamiques ou il y a vraiment une scène de podcasts natifs, de podcasts indépendants? Alors oui, comme partout, ce sont d'abord les médias qui se sont accaparés cette technologie et ce canal de diffusion. Il y a 20 ans, à peu près, quand le podcast a vu le jour, ce sont effectivement les radios qui se sont appropriés ce type de diffusion. Moi, j'aime bien l'appeler ce canal de diffusion. Et puis, sont venus effectivement après les podcasts natifs, également chez les médias. Le service public, des titres privés, des magazines, des journaux se sont mis à créer spécifiquement du contenu qu'on nomme podcast natif. Et puis là, à côté de ça, il y a tout un écosystème d'indépendants, de studios, de personnalités comme ça qui s'essayent elles aussi, à créer du contenu sur ce canal.
Toi, tu fais partie des pionniers de la francophonie qui, à l'époque, on s'est découvert quand tu faisais tes CarCast. Ça, c'était un enregistrement. Moi, ce que je connaissais de ça sur Internet, je voyais, c'était des enregistrements vidéo faits à partir de ta voiture. Il y avait la déclinaison audio, mais par exemple, comme une mag là, que vous faites depuis des années maintenant sur la plupart des plateformes qui est disponible, est-ce que ça, c'est considéré comme un podcast? Alors, les puristes pourraient dire... je te remercie d'ailleurs de me citer comme pionnier parce que tu en fais partie. Non, mais c'est vrai. J'ai un souvenir amical aussi pour notre ami Bertrand Lenôtre en France, puisque tous les trois, on a commencé à peu près à la même période. Pour la petite histoire, la petite plaisanterie, je disais, moi, à l'époque, des blogs, puisque c'était l'avènement des blogs à l'époque. Moi, je suis flemmard, alors je fais du podcast, mais on a connu un temps où faire du podcast vidéo, c'était la croix et la bannière, puisqu'il fallait enregistrer sur des cassettes et puis après digitaliser tout ça et après le monter pour enfin en faire quelque chose. Pour revenir à ta question sur ce qu'on fait avec les Comin Mag Live, c'est vrai qu'on a donné vie à ce format pendant la pandémie. On voulait rester en contact avec l'industrie, avec les professionnels de la communication, et on s'est tout de suite rattaché à la façon de produire en live, mais avec l'idée derrière de tout de suite mettre à disposition ce contenu sous d'autres formats. Pour la petite histoire, Comin Mag, et par exemple, Comin Mag Live, on a la même audience, le même type de profil, mais ce sont les hommes qui regardent la vidéo, ce sont les femmes qui écoutent le podcast. Et on est en B2B, on est vraiment dans un marché de niche, on est dans les mêmes tranches d'âge, les mêmes profils professionnels, mais c'est effectivement... l'apanage des femmes, l'écoute en audio et puis la vidéo pour les hommes. Bon, en terminant, moi, je veux revenir donc au meilleur du podcast. C'est un événement suisse. Donc, ce sont des candidatures suisses que vous cherchez. Je le précise parce que, bon, on est entendu un peu partout dans la francophonie. Mais et qu'est-ce que vous... Merci pour cette audience. Ça me fait plaisir de la partager. Mais donc, qu'est-ce que vous cherchez exactement là? Vous avez fait l'appel aux candidats. Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche à réunir, à fédérer cette tribu. Il y a des podcasteurs et en plus, comme tu le sais, dans notre pays, on parle 4 langues. Il y a une grosse communauté de podcasteurs suisses-allemands. Ils ont déjà leur événement depuis 2 ans. Pour une fois, ils nous ont pris de vitesse puisque le Swiss Podcast Festival a vu le jour avant le meilleur du podcast. Il y a une grosse communauté d'auditeurs, mais aussi de producteurs de contenu. Et cette communauté, ici en Suisse romande, pour la partie francophone de notre pays, eh bien, on ne la voit pas. Elle ne se parle pas, elle ne s'échange pas. Puis là, je ne parle même pas entre médias et producteurs indépendants. Même entre producteurs indépendants, je vais te prendre une petite anecdote. Pas plus tard que cette semaine, lundi passé, j'ai fait connaissance avec un podcasteur qui fait ça à côté de son métier. Il est journaliste et il a des milliers d'écoutes avec un podcast super régulier qu'il sort toutes les semaines autour, tiens-toi bien, du hockey. Il parle de hockey toutes les semaines et le truc assez fou, j'ai été épaté de faire sa rencontre puisque il a 2 sponsors qui sont venus spontanément à sa rencontre pour lui dire écoute, ce que tu fais ça nous plaît, on a envie de t'aider. Ils sont deux compagnons. Ben voilà, c'est des gens comme ça qu'on a envie de retrouver, avec qui on a envie d'échanger le temps d'un événement pour que, à côté de ça, les autres se sentent moins seuls, mais aussi sensibiliser les médias et les annonceurs parce que ce marché, il existe. Donc, quelqu'un qui va avoir plus d'informations concernant le meilleur du podcast, la première édition, où il va? Il va tout simplement sur lemeilleurdupodcast.ch. Alors, sont éligibles les gens qui produisent du podcast ici en Suisse, principalement en Suisse romande, on va s'attaquer à la francophonie, et qui pourraient, par exemple, et pourquoi pas même en anglais, parce que leur podcast sort de nos frontières, il faut être en Suisse, ou alors un podcasteur en dehors de notre territoire, mais qui a pour mission, pour un client, pour une marque, de faire un podcast ici pour la Suisse, parce qu'il y a pléthore effectivement de studios, d'agences, et on a envie de les fédérer eux aussi. Bon. Ben Thierry, écoute, je te remercie de m'avoir donné de ton temps. Virtuellement, je te dis, tu restes là parce qu'on te retrouve un petit peu plus tard dans le podcast. Avec grand plaisir. Où là, tu vas nous vanter la position stratégique de la Suisse dans le domaine de l'IA. Et puis, je te dis à plus tard. À très bientôt si c'est pas avant. Justement, ce coup-là, ça va être très bientôt. Salut, bye. Bye. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com
Cette semaine, AWS a dévoilé Ocelot, sa première puce quantique, rejoignant ainsi les Google, les Microsoft et IBM dans la course à l'informatique quantique. Développé en collaboration avec l'Institut de technologie Caltech en Californie, ce processeur repose sur une architecture innovante qui pourrait réduire les coûts de construction d'un ordinateur quantique de 90%. J'ai eu la chance de m'entretenir avec un des deux créateurs de la puce quantique cette semaine et vous retrouverez une entrevue avec lui sur moncarnet.com. Lui, c'est Oscar Painter. D'ailleurs, il vient de Vancouver et j'ai appris lors de l'entrevue que sa mère était gaspésienne. Il est, dans la vie de tous les jours, en chef du Quantum Hardware chez AWS et il est aussi professeur de physique à Caltech. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous lire l'article, je vais vous laisser aller lire ça sur mon carnet, mais entre-temps, j'ai sorti 2 extraits de notre entretien. Je lui ai demandé tout d'abord ce qui distinguait cette puce des autres déjà existantes, et voici en français, grâce à l'IA, la réponse de Oscar Painter. D'abord, c'est une annonce de la première génération de puces quantiques que nous avons fabriquées chez Amazon. Et ce qui est spécial avec ces types de puces, c'est que nous nous sommes concentrés sur la création d'une nouvelle architecture de puces qui est dédiée et construite à partir de zéro pour traiter le principal problème que les ordinateurs quantiques ont aujourd'hui, à savoir qu'ils sont trop sujets aux erreurs. Et donc, ce puce est conçu pour effectuer la détection et la correction des erreurs. Et en fin de compte, c'est ce dont nous aurons besoin pour construire des ordinateurs quantiques pratiques. Donc, cette architecture est une architecture spéciale. C'est notre toute première génération de puces quantiques. Et elle démontre, à ce stade très précoce, une capacité à faire la correction d'erreurs très efficacement et de manière évolutive. Et ces 2 éléments sont nécessaires en fin de compte pour construire, vous savez, les ordinateurs quantiques du futur. Et l'intérêt de l'industrie envers cette nouvelle puce, c'est qu'elle pourrait faire gagner de l'argent, mais aussi du temps en fabrication pour arriver donc à construire un ordinateur quantique qu'on pourrait dire, en guillemets, commercial. À nouveau, les propos de Oscar Painter, traduits en français par l'IA. Il se trouve qu'avec cette architecture, vous pouvez réellement vous déplacer avec vitesse. Et donc, nous devrions être capables d'avancer plus rapidement sur notre feuille de route. Cela nous permet de le faire parce que c'est tellement efficace. Donc, ces combinaisons, vous savez, quand vous additionnez tout, nous estimons que c'est quelque part entre 3 et 5 années de réduction du temps de développement. Voilà, si le sujet vous intéresse, je vous rappelle, je vous propose une longue entrevue avec lui dans moncarnet.com. La semaine passée se tenait à New York le AI Engineer Summit, un événement très technique dédié cette année aux agents IA. L'événement a évité les démonstrations commerciales, pour le plus grand bonheur des gens qui étaient là, pour se concentrer sur des retours d'expérience concrets. Et Pierre Vanier, le PDG de la firme conseil Flint en France, était sur place pour participer à l'événement. Alors je l'ai invité pour nous parler de ce qu'il a vu. Bonjour Pierre. Salut Bruno. Hey Pierre, la semaine dernière, merci d'avoir témoigné. Tu étais au AI Engineer Summit qui se tenait à New York. Qu'est-ce que tu en retiens de cette édition-là? Alors, c'était une super expérience, tu fais bien de le dire. Bon, moi, je suis plutôt habitué au soleil et à la douceur californienne. Étant moi-même montpelliérain, c'est plus facile. Ben oui. Et c'est sûr que la semaine dernière à New York, avec -6, ressenti -16, ça m'a fait tout drôle. Tu sais que tu fais sourire les Québécois avec ça. Hein? Oui, je fais sourire les Québécois, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pour vous, vous êtes en t-shirt normalement. Ouais, mais pardon. Donc... Et du coup, c'est une conférence qui s'appelle AI Engineer Summit. En fait, c'est organisé par un gars qui est assez connu dans la communauté qui s'appelle Swyx, SWYX, qui a aussi un podcast qui s'appelle Latent Space en anglais, qui est un gars qui est vraiment brillant et installé sur l'écosystème IA. C'est lui qui organise aussi cette conférence du coup à San Francisco, qui a presque le même nom, mais qui s'appelle du coup AI Engineer World Fair. Mais en fait, la différence, c'est donc la conférence de New York de la semaine dernière était beaucoup plus technique. Beaucoup plus et du coup beaucoup plus thématique aussi. Et la thématique cette année, je te le donne en 1000, c'était les agents. C'est l'air du temps, hein, ouais. Exactement, c'est l'air du temps. Et alors, ce que j'ai vraiment trouvé de top, c'est ce que Swyx disait, c'est qu'ils ont fait très attention. L'écueil qu'on peut avoir dans les conférences, des fois, toi tu le sais aussi, c'est que parfois tu as des talks qui sont
un peu des vendors, tu vois, un peu des talks de démonstration de produits ou de solutions, etc. Bon, il faut faire participer les sponsors, etc. Donc, Swix a dit, moi, je veux absolument aucun talk qui soit mis en avant de telle ou telle solution, etc. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième, il a dit, moi, je veux que des agents et que des recs et que des retours d'expérience, des feedbacks, des use cases, agents. C'était mais quand ça, même, c'est du bonbon pour toi, ça. Ah bah ouais, moi je trouve alors ça a beaucoup plu à toute la communauté parce que du coup effectivement tu te retrouves avec une conférence que moi j'ai trouvé depuis 2 ans que j'en fais quand même très régulièrement, vraiment à très bon niveau, beaucoup de fond, beaucoup de substance. Et du coup, ça a vraiment plu à l'écosystème et aux auditeurs et aux personnes qui étaient présentes pendant la conférence. Donc un très bon cru. Le premier jour, c'était un peu plus pour les leadership tracks. Les PDG, ouais. Et je m'attendais à quelque chose de très, très high level, mais en fait, c'était quand même déjà assez technique. Donc, ça présageait bien. Et puis ensuite, les jours d'après, ça a été de plus en plus technique jusqu'au samedi, où là, le samedi, c'était vraiment des ateliers, donc des workshops. Où on a eu des workshops d'OpenAI, d'Anthropic sur des thématiques très, pardonne-moi mon anglicisme, mais cutting edge. Donc vraiment des choses très nouvelles. Je peux t'en citer une parmi d'autres, mais moi j'ai été assez intéressé par le protocole de MCP qui a été lancé par Anthropic, Model Context Protocol, qui est en fait un protocole visant à faciliter les échanges agents, IA, LLM dans un monde où on va avoir de plus en plus d'agents autonomes qui vont parler entre eux. Et donc, il va falloir qu'ils puissent effectivement... faut comprendre un petit peu ça comme une API moderne, finalement, pour le monde des agents et des LLM. Et ça, je pense que ça va être vraiment... D'ailleurs, en fait, ce workshop-là a été extrêmement suivi, très technique et vraiment passionnant et des speakers de très haut niveau. Ouais. Mais c'est dans l'air du temps, c'est dans l'évolution. Hein. Quand on commence à voir des machines parler à une autre machine, ils n'ont pas besoin de faire ça en texte. Là. Ils ont leur propre langage et puis on gagne du temps. Oui, tu as vu la vidéo passer, toi. Ben oui, je l'ai partagé, ben oui. La vidéo où ils switch, où on voit 2 agents de communication audio qui parlent entre eux et qui se saluent, et au bout d'un moment il y en a un qui dit à l'autre je suis un agent, je suis un agent, toi aussi t'es un agent, ça tombe bien, et ils switch ensuite sur un pseudo langage un peu comme les modems d'antan, de l'époque, ouais, tu sais, où t'entendais bi bi bi. En fait, ce qu'il faut savoir derrière, c'est que c'est quand même un montage, c'est bien, mais en fait, c'est pas un protocole reconnu, on s'entend. C'est l'initiative de quelqu'un. Ouais, bien sûr. Et en fait, si 2 agents conversationnels devaient discuter entre eux, ils choisiraient autre chose que l'audio. En fait, c'est-à-dire qu'au moment donné, ils switcheraient sur du binaire et sur autre chose avec des connexions TCP/IP standard, etc. C'était plus pour le côté un peu Skynet, 2 agents qui parlent entre eux, ils switchent dans un jargon inconnu des êtres humains. Le Cyberlink. Ouais, pour l'instant, pas de crainte. Sauf que c'est intéressant parce que cette vidéo-là, moi, je l'ai partagée sur toutes les plateformes, mais sur LinkedIn, ça a quand même été chercher 55 000 impressions. Et c'est surtout les réactions. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que, oui, c'est pas un protocole officiel, sauf que ça nous remet en tête que une machine qui parle à une machine, ça n'a pas besoin d'écrire, ça n'a pas besoin de parler. Une machine qui se connecte à une machine, puis ça fait longtemps qu'on le sait. Mais sauf que, monsieur, madame, tout le monde n'ont pas besoin de garder ça en tête. C'est d'abord 2 machines qui se parlent. Et l'important, c'est de développer un langage commun où on va pouvoir justement faire le serrage de main, là, comme on faisait avec les modems de l'époque, exactement. Et puis d'arriver à optimiser l'utilisation et pas nécessairement utiliser la langue comme elle est parlée par les humains pour arriver à se parler. Comme Google s'est amusé à faire depuis des années dans leur démo de le téléphone va téléphoner à un autre téléphone pour demander des choses. Il y a un aspect aujourd'hui dans cette frénésie IA qui est très paillettes, showbiz, show-off. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la poule aux œufs d'or pour beaucoup de monde. Tu vois, je vais faire un peu un parallèle, mais que ça soit les chefs d'État, avec Emmanuel Macron il y a 15 jours, avec 3 semaines avant, avec Trump, avec son Stargate, etc. On est sur des enjeux géopolitiques majeurs. La Chine considère les IA au même titre que les armes de destruction massive, biologique, chimique, nucléaire, etc. Donc on est sur un enjeu géopolitique majeur, et
à tous les niveaux de la société, quelque part, tout le monde veut s'emparer un petit peu de cette valeur et de cette lampe d'Aladin qui fait des miracles, en fait. Et donc, finalement, tu as un aspect sensationnaliste qu'il faut toujours plus, quelque part. Et jusqu'à même, et ça, on le voit pas mal, moi j'ai pu le voir notamment pendant les conférences, alors pas que celle de New York, mais d'autres, c'est que aujourd'hui il y a plein de boîtes qui disent qu'ils font de l'IA, mais elles font pas d'IA, disent que c'est de l'IA, mais c'est pas du tout de l'IA derrière, c'est des systèmes experts classiques, etc. Donc, tu as un espèce de mouvement international, pardonne-moi l'expression, un peu bullshit, où tu as tout le monde qui survend un peu son truc. Tu as toutes les boîtes qui font des logiciels traditionnels, elles se sentent obligées de te mettre des boutons avec des étoiles de partout parce qu'en fait, il faut à tout prix mettre de l'IA, quitte à ce que les boutons et les features soient pas du tout utilisés par les utilisateurs, mais tant pis, on a mis de l'IA. Donc, il y a un peu ce courant-là. Donc là, tu as une vidéo, elle a son moment de gloire parce qu'effectivement, tu fais parler de deux IA entre elles. Ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de l'informatique moderne qui est très anthropocentré et qui a été construit et constitué et designé, et conçu autour des êtres humains. Je pense par exemple, tu vois, au langage de programmation qui sont des pierres de rosette pour les développeurs, pour qu'ils puissent parler la langue des machines et que les machines, et on trouve un terrain d'entente qui est un langage de programmation. La machine comprend le langage, l'homme comprend le langage et ils se parlent sur ce protocole-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec l'avènement des LLM et des IA qui vont se démocratiser et se retrouver partout, on pourrait avoir une émergence d'autres méthodes de communication et potentiellement d'autres langages de programmation qui seraient cette fois non plus forcément anthropocentrés, mais plutôt IA-centrés et qui auraient été, voire pourquoi pas, même conçus par des IA en se disant, bon, JavaScript, c'est bien. Enfin non, au contraire, c'est pas bien, ceux qui m'écoutent, mais ne programmez surtout pas en JavaScript. Non, je plaisante. Mais du coup, s'adapter et peut-être trouver un langage de programmation, parce que ça n'est qu'une interface finalement, le langage de programmation, pour pouvoir mieux adresser les machines de machine à machine. Mais je reviens à cette rencontre, ce sommet de New York. Pour un développeur comme toi qui conseille les entreprises, tu repars avec quoi dans ta valise? Avec des donuts et des hot dogs new-yorkais. Non, c'est pas vrai. Avec beaucoup d'innovation et beaucoup d'informations sur les agents qui, selon moi, sont encore très tendres en termes de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... alors attention, quand on parle d'agents, je veux faire un distinguo, je parle pas du tout d'agents conversationnels. Non. Pas de chatbot. On parle d'agents IA, là. D'agents IA, de petits bouts de programme autonomes avec une mémoire, avec une capacité décisionnelle plus ou moins large, mais qui sont capables de prendre des décisions, des actions. Ils ont des outils, ils ont un contexte, ils ont une mémoire, etc. Et ils peuvent se parler entre eux, etc., etc. Donc, les agents aujourd'hui, je pense que ça va être l'année de leur développement. Mais je pense que ça ne va pas être encore l'année de leur passage en production pour les entreprises. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses très prometteuses, mais qui nécessitent de rester à la page et de faire de la R&D pour les entreprises, parce que quand ça va arriver, ça va être très intéressant. Et ensuite, il y a des protocoles comme le protocole MCP, qui va probablement, je pense, devenir un protocole de fait ou standard. Ouais. En fait, on va avoir une solidification de pas mal de choses. Tu vois, par exemple, tout ce qui est chatbot, on n'en parle plus trop. RAG aujourd'hui, Retrieval Augmented Generation, c'est des choses dont on a beaucoup parlé en 2024 et qui sont devenues des choses maintenant production ready, qu'on peut mettre en entreprise, qui fonctionnent, etc. Les LLM locaux, il y a beaucoup de choses qui deviennent des commodités. Les agents, ça fait pas partie de ça. Par contre, c'est extrêmement prometteur. Ensuite, ce que j'ai pu voir, et ça, c'est aussi intéressant, c'est plus les trends et les phénomènes de société qui se passent aux États-Unis et qui vont arriver en Europe. Je vais le dire, mais c'est une anecdote. Et je veux pas avoir un côté alarmant. Mais j'ai eu une personne, un très très bon développeur qui m'a dit j'ai été embauché, donc il est très très bon mais aussi très bon avec l'IA, et qui me dit ben voilà, dans ma boîte on était 20 et en fait aujourd'hui on est 2. C'est-à-dire qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, ils ont viré 18 développeurs pour en garder que 2, parce que je pense qu'ils ont fait un calcul et ils se sont dit ben en fait ces 2 augmentés à l'IA qui sont déjà très très bons valent pas les 20, ça c'est sûr, mais peut-être en valent 10 ou 12 et au final l'arbitrage que tu fais. Et ça, je pense que ça va
être de plus en plus présent. C'est-à-dire que je vois, de l'autre côté, je vois des startups, au lieu d'embaucher un développeur ou deux développeurs pour lancer leur MVP, leur produit de démarrage, etc., ben en fait, tu peux avoir des founders et des fondateurs de startups qui sont pas forcément techniques, mais qui, du coup, avec ces outils d'assistant au coding, vont se permettre de faire un premier prototype, une première version de leur produit, de leur service. Et on le voit, ça. Il y a toute une nouvelle génération de startups qui, justement, maintenant, plutôt qu'aller en ronde de financement pour être capable d'amasser une fortune pour embaucher des gens, ben maintenant, ils se tournent vers des IA, ils achètent des banques d'heures et Exactement. puis ils sont partis avec ça. Exactement. Ouais. Donc, ce phénomène-là, qui est un phénomène important parce qu'il va impacter l'industrie tech, du développement logiciel, etc., on va le voir arriver. Et je pense que ça, c'est majeur et c'est important d'être concerné par rapport à ça. D'en parler, oui. Ça va être difficile pour les personnes en reconversion. Ça pose des questions sur les formations qu'on pousse et qu'on continue à pousser autour de la tech. Je pose une question ouverte. Est-ce que c'est encore pertinent de pousser ces formations-là avec les développements de l'IA? On ne réfléchit pas d'un point de vue sociétal à qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là pour les reskiller, les upskiller, donc les convertir leur set de compétences, les former et faire qu'elles soient de nouveau adaptées à un marché du travail. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de réflexion de nos dirigeants sur ces questions-là, qui arrivent bien plus vite que ce qu'on pense. Pierre Vanier, merci beaucoup pour ces échos de New York, même si on te retrouvait à Montpellier dans ta chaleur. Je rappelle que tu es développeur, mais aussi PDG de la firme de consultants Flint. Et puis, ben écoute, moi, je te dis à la prochaine, puis encore merci. Avec plaisir. Quand je repasse sur la côte Est, à bientôt. Salut, bye. Salut. Parlons tourisme et intelligence artificielle maintenant. Il y a un an, le groupe de travail IA et tourisme voyait le jour au Québec et explorait le thème pour cette industrie. Un an plus tard, qu'est-ce qui s'est fait? Pour le savoir, on va aller rejoindre le président de ce groupe de travail. Bonjour Pierre Belrose. Bonjour. Pierre, au départ, là, si on revient à la genèse, pourquoi il y a eu la création de ce groupe de travail? C'est une genèse un peu particulière parce que je fais chaque année, moi, une espèce de billet sur les tendances en tourisme et en innovation. Et en début 2024, évidemment, je faisais mon billet et est arrivé l'intelligence artificielle, bien sûr. Et j'ai été happé par le sujet. J'ai été 2 jours à lire des podcasts, à lire des articles, à regarder sur YouTube, toutes sortes de choses. Et une espèce d'épiphanie, ça va complètement bouleverser le monde du tourisme. Et à 2 niveaux. Bien sûr, la façon de travailler, c'est incroyable. Mais aussi, les touristes, les consommateurs vont aller chercher l'information sur les destinations. Là-dessus, on le sait dans l'histoire des technologies, c'est souvent un tourisme parce que c'est une grosse achat qu'on fait sans avoir vu avant. Et c'est souvent par le tourisme que les consommateurs ou les voyages intègrent les technologies. Et donc, j'ai dit, donc en janvier-février 2024, et là, j'ai dit, je vais partir un groupe de travail. Bon. Et réuni quelques personnes, et à travers des médias touristiques et des réseaux sociaux, j'ai demandé à l'industrie qui souhaite participer. Et j'ai eu plus de 100 personnes de toutes les régions, de tous les secteurs, des hôtels aux musées, en passant par les transports aériens. Oui, ça m'intéresse. J'en ai fait des comités dans ma vie. C'est la première fois que je voyais ça, autant d'intérêt. Donc, j'ai créé un groupe de travail bénévole. Et il y a beaucoup d'implications de créer des comités. On a créé un site web complètement bénévole qui s'appelle iatourisme.com avec tout fait par l'IA. Bien sûr, les contenus ont été réalisés avant, mais la mise en place, traduit en anglais par l'IA. Et on a fait un paquet de choses. Donc, c'est venu d'une épiphanie personnelle. Et l'industrie a dit, oui, c'est vrai, il faut qu'on, collectivement, la problématique du tourisme, contrairement à nos voisins, c'est qu'on ait une plus grande concentration de petites et moyennes entreprises sur un plus grand territoire, par rapport à l'Ontario et l'État de New York, par exemple, et même la France. Donc, c'est plus long et difficile d'intégrer l'innovation dans ce temps-là. Donc, allons-y en équipe. C'était ça un petit peu l'objectif de la création qui s'est cristallisé en mars 2024. Et un an plus tard, vous diriez que vous êtes rendu où dans cette grande démarche-là? On est rendu avec toute une équipe à l'arrière de ça,
une grande motivation, un grand intérêt de toutes sortes de choses. Hein. On a fait, par exemple, une tournée avec les régions touristiques. On a fait 9 conférences des îles de la Baleine, à Rouen, à Montréal, à Québec, à Shawinigan. Et à chaque fois, dans les régions, dans les associations des régions, c'est là qu'il y a le plus de participants. Et un grand intérêt, parce qu'on le sait, quand on parle d'IA générative, tous les gens dans la salle se sentent concernés. Que ce soit quelqu'un qui travaille en comptabilité ou le VP marketing, j'ai rarement vu autant d'attention. Les questions, des conférences, donc des outils pratiques sur le terrain, jusqu'à la création d'outils collectifs. On a fait un gabarit pour un manuel d'utilisation de l'IA pour les RH et les employés en marque blanche. Et on a lancé ce matin le guide de la découvrabilité, de référencement, parce qu'on le sait, c'est les clientèles, le tourisme qui est le plus affecté. Aujourd'hui, on sait que quand quelqu'un utilise l'IA dans sa vie personnelle après l'avoir intégré au travail, c'est 3 grands champs. Répondre à des petites questions quotidiennes, sa passion personnelle, l'histoire, le jardinage, l'automobile, la politique, et les voyages et l'activité à faire. Quand on va au Rona ou à la pharmacie ou à l'épicerie, pas sûr qu'on utilise nécessairement l'IA générative, mais beaucoup de plus en plus le font pour planifier leur voyage. Donc, comment qu'on se retrouve, le Québec, Montréal, l'hôtel, le festival là-dedans? Ben, c'était ma prochaine question. De par vos tournées à travers le Québec, vous êtes en contact avec des gens de l'industrie du tourisme, des gens qui sont autant dans le réceptif que dans le développement de produits, que dans la promotion. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des types d'entreprises dans le domaine du tourisme qui s'en tirent mieux que d'autres quand vient le temps d'utiliser l'intelligence artificielle? Ben, effectivement, on a rencontré 1000 personnes, 750 entreprises, donc on a vu beaucoup de gens. Ça ferait un beau sondage. Je dirais que ce qu'on a constaté, par exemple, la dernière qu'on a faite à Montréal, 250 personnes, le tiers, à peu près aucune connaissance, avait à peine ouvert c'est quoi ChatGPT. L'autre tiers, deuxième tiers très avancé, l'utilise régulièrement. Ça, c'est ce groupe-là qui a augmenté. Et entre les deux, ceux qui l'utilisent de temps en temps, mais qui sont encore... je dirais qu'en termes d'outils, c'est les entrepreneurs. Les petites entreprises, ils poussent beaucoup pour utiliser les outils parce que ça augmente la productivité. Les gestionnaires au milieu ou les gens plus au bas de l'échelle, parce qu'on en a aussi, eux, ils sont craintifs. Ils sont craintifs de dire qu'est-ce qui va arriver avec mon emploi. Nous, ce qu'on dit, évidemment, si vous prenez le virage IA, je ne pense pas que personne va perdre son emploi. Si vous ne prenez pas le virage IA, qui va engager dans un an quelqu'un qui a 15, 20, 30% de moins de productivité? Donc, ça pousse à Donc, oui, il y a des différences. Je dirais plus au niveau où se retrouve l'employé dans l'organisation. Si ce n'est pas lui qui décide de l'usage de l'IA même si, est-ce que quelqu'un va demander, parce qu'effectivement, on dit actuellement qu'en 10 mois, peut-être en 2025, on va faire 12 mois de travail. Donc qu'est-ce qui va arriver Donc, il y a de l'inquiétude quand même à ce niveau-là. Sauf que pour une industrie qui, dans certains cas, est saisonnière, ben, ça peut être intéressant de savoir qu'on va faire de l'économie comme ça. C'est pour ça que les dirigeants, les entrepreneurs, ceux qui développent des projets sont très, très, très motivés. Ils voient tout de suite. J'ai vu une entrepreneur aux îles de la Madeleine, une jeune femme trentenaire, qui, en 3 mois d'usage de ChatGPT, est passée de 60 heures à 40 heures de travail. Elle l'utilisait comme agent administratif et comme conseiller stratégique. Elle a mis ce 20 heures-là pour être avec ses enfants. Mais il y en a d'autres qui pourraient l'utiliser pour développer des projets. Donc, c'est incroyablement massif comme impact. Et sans compter la découvrabilité qui est aussi massive comme impact en tourisme. Donc, c'est majeur. Je vous demandais s'il y avait des domaines et puis vous m'avez répondu que c'est vraiment par rapport à leur position dans les organisations. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui font mieux que d'autres dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du tourisme? Je pense que les Américains on prend plus rapidement le virage que d'autres. Donc, on commençait plus tôt
Donc, la productivité, si on prend un centre de congrès américain, ils augmentent leur productivité plus rapidement que nous, quand ils sollicitent des congrès internationaux, puis ils arrivent à charger moins cher, si on veut, mais c'est certain que ça, à la longue, je pense pas qu'actuellement on voit ça encore, mais ça s'en vient. Donc, oui, c'est les États-Unis, à cause que ça provient d'eux, probablement. Nous, notre objectif, c'est de ce virage-là se fasse le plus rapidement, de façon fluide et éthique. Je pense que c'est important, on pourra en parler de la question éthique en tourisme, pour que, justement, on ne perde pas ou on gagne la compétitivité. Ben justement, voyant où est rendue l'industrie par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous en avez qui sont vraiment les deux pieds dedans. Il y en a d'autres qui regardent le train passer, puis il y en a d'autres qui essayent un petit peu. Comment vous voyez la deuxième année d'existence du groupe? Il faut continuer le travail. Et là, ce qui est intéressant, mais en même temps stimulant, c'est la venue d'autres grandes révolutions comme l'agentique. En tourisme, imaginez, tu vas pouvoir réserver ton hôtel, ton restaurant. C'est d'autres grandes révolutions qui vont être aussi grandes que celles qu'on a connues en 2024. Donc, il faut continuer de montrer les choses et il faut que les gens prennent le virage dans... Et là, je pense que le défi, c'est le virage dans les organisations. Oui, il y a des gens qui viennent, qui prennent des outils. On se rend compte des grandes organisations. Et donc, comment on fait ça? C'est des comités de pratique au sein des organisations, des manuels d'intégration l'IA dans les ressources, donc dans les ressources humaines. C'est une recette qui est, je pense, bonne pour toutes les industries, mais c'est la question des ressources humaines et c'est la question de découvrabilité qui va être le grand enjeu en 2025 pour toutes les organisations. Si les gens veulent en savoir plus sur notre groupe de travail, on envoie une belle lettre, une infolette avec la veille de ce qui se passe. Les gens veulent ça. C'est iatourist.com et ils vont pouvoir avoir toutes les deux semaines. Tout ça est gratuit, hein? Le guide de la découvrabilité, notre infolette, tout ça est gratuit. On a beaucoup de monde. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes dans le secteur du tourisme, de la culture au sens large, du divertissement. Vous êtes les bienvenus dans notre famille. Pierre Belrose, je rappelle, vous êtes président du groupe de travail IA et Tourisme. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci, Bruno. Au revoir. L'apprentissage des langues étrangères. S'il y a un domaine qui a considérablement bénéficié de l'évolution des technologies, c'est bien ce domaine-là. Je me souviens encore des vieux disques 33 tours que ma mère a utilisés pour apprendre l'italien dans un autre siècle. Depuis 30 ans, ça a beaucoup bougé et un des plus beaux exemples dans le domaine, c'est peut-être l'entreprise de mon prochain invité. Il est dans le domaine depuis 20 ans et a cofondé le service de coaching linguistique AI Migo. On le rejoint à Paris. Bonjour Antoine Brenner. Bonjour Bruno. Quand vous repensez à l'époque où vous avez commencé, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir de cette époque-là? C'est des grands moments. C'est très chouette quand on y repense parce que on a fait énormément de progrès. Le monde a beaucoup évolué autour de nous. Dans un environnement concurrentiel très difficile, hein, l'anglais online, c'est extrêmement concurrentiel. Et on a réussi à faire évoluer notre offre et notre société depuis maintenant plus de 20 ans, puisqu'on a créé la société en 2004 avec un concept qui n'a finalement pas trop changé sur le fond. Parce que quand on a, avec mon cofondateur Benjamin Lévy, qui s'occupe principalement des aspects commerciaux et on va dire pédagogie, histoire, on s'est rendu compte que le sujet numéro 1 de l'apprentissage en distanciel, c'était pas tant l'accès à la connaissance, là où beaucoup de nos concurrents potentiels mettaient en place des librairies de contenu, des endroits où on pouvait aller passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire des exercices si on voulait. Mais finalement, c'est le même problème qu'une vraie bibliothèque. Si on a une bibliothèque en bas de chez soi, c'est pas parce qu'elle est là que tous les soirs on y va et puis qu'on va aller travailler pendant 2 ou 3 heures sur un sujet et puis qu'au bout de la fin de l'année, à la fin de l'année, on sera expert. Ce qui est difficile, c'est de maintenir l'assiduité sur la durée. C'est de maintenir l'engagement dans le travail. Parce qu'il n'y a quand même pas de miracle dans l'éducation. Si on travaille pas, on progresse pas. C'est comme l'abonnement au gym, hein? On peut commencer, mais il n'y en a pas beaucoup qui terminent. Exactement. Et donc, mettre en place des banques de données de ressources à disposition des gens, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et nous, dès le début, on s'est dit, ce qu'on va apporter, c'est le petit truc en plus,
qui va faire que les gens vont rester assidus, vont travailler régulièrement, et en travaillant régulièrement, qu'ils vont progresser, même s'ils travaillent pas des grandes quantités. Avant de vous ramener à aujourd'hui, je veux qu'on reste en 2004. 2004, c'était quand même pas l'époque où il y avait un cours de langue là, sur un disque et qu'on écoutait et on répétait. Là, on n'était plus là. Mais quand même, la technologie derrière votre service, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Quand vous repensez à ça, ça ressemblait à quoi? Alors, la toute première version, c'était des cours qui arrivaient par email. Dans l'email, il y avait du HTML. La plupart des browsers de l'époque rendaient le HTML et les formulaires HTML, et notamment les boutons Submit, fonctionnaient dans les clients mail. Et donc, ils remplissaient leurs leçons à l'intérieur de leur email. Quand il y avait des audios, ils téléphonaient, il y avait un numéro de téléphone, il y avait un serveur audio, ils tapaient le code et puis ils écoutaient leurs audios. Ou pour ceux qui étaient beaucoup moins nombreux, mais il y en avait quand même, qui avaient des ordinateurs qui étaient capables de jouer des MP3, ils jouaient les MP3 directement sur dans leur leçon. Et puis une fois qu'ils avaient fait Submit, nous, notre serveur traitait les réponses de l'utilisateur, les analysait et leur envoyait la correction. Et le lendemain, il leur faisait une nouvelle leçon personnalisée. Parce qu'il y a en gros 3 grands ingrédients dans notre solution historique. Premier ingrédient, c'est l'histoire. On a tout scénarisé. Typiquement, les gens qui faisaient de la pédagogie chez nous, de loin, des gens pouvaient penser que c'était des profs d'anglais, mais le métier qui ressemblait le plus à leur métier, c'était scénariste à Hollywood. On leur disait, voilà, il faut embarquer les gens dans l'histoire, il faut que les gens ils aient envie de connaître la suite, il faut que ça soit passionnant, il faut qu'on les accroche, et c'est comme ça qu'on les fera travailler tous les jours. Et puis, il y avait des contraintes en plus en termes de narration d'histoire. D'ailleurs, pour la narration d'histoire, c'était assez rigolo parce qu'on a fait un truc qu'on appelait l'ingénierie pédagogique inversée. C'est-à-dire que souvent, un prof de langue, on peut lui dire, bah tiens, j'ai besoin d'un cours sur Yet et Still, et puis fais-moi une histoire avec Yet et Still, parce que faut que je présente un truc avec Yet et Still. Et puis quand on fait ça, on se retrouve avec un Brian qui est still in the kitchen et qui est pas Yet dehors, quoi. Et nous, on a dit à nos auteurs, vous occupez pas de la grammaire, du vocabulaire dans un premier temps. Dans un premier temps, faites l'histoire. Puis comme l'histoire, nous on avait pris des natifs, l'histoire, ils ont utilisé les mots. Et puis des fois, il y a des yet, et des fois il y avait des styles, et puis des fois il y avait des autres constructions. Et ensuite on a dit, maintenant que vous avez créé votre histoire, que vous l'avez éditée 10 fois pour que elle soit accessible au niveau de lecture qu'on souhaite et qu'elle soit courte, enfin qu'elle réponde à tous nos critères. Maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme idiome dedans, qu'est-ce qu'il y a comme grammaire dedans, et ensuite on va analyser ça, et ensuite on va rajouter les métadonnées qui disent, bah voilà, ça c'est pour l'anglais, ça le yet et le still, ça c'est pour autre chose, ça c'est etc. Et c'est pour ça que c'est inversé, parce qu'on part de l'histoire et qu'ensuite on illustre les points saillants du langage. Plutôt que de dire a priori je veux un yet ou un still ou un je sais pas quoi, et de demander à quelqu'un d'arriver à être créatif. C'est déjà suffisamment difficile d'être créatif sans avoir la contrainte du yet et du still. On demande d'abord d'être créatif et puis il y aura forcément un yet et un still quelque part. Dans l'évolution de votre service, à quel moment l'intelligence artificielle est arrivée? Nous, on a utilisé chez Gimglish, puis maintenant chez Amigo, plusieurs types d'intelligence artificielle. On a utilisé dans un premier temps les systèmes experts. Donc ça, c'était dès 2004 pour faire de l'apprentissage adaptatif. L'idée de l'apprentissage adaptatif, c'est de donner aux apprenants uniquement ce qu'ils ont besoin de la façon la plus efficace possible pour optimiser leur temps. Tout à l'heure, je disais, dans Gimglish, il y a 3 piliers. Il y avait donc le contenu, il y a la technologie, faire en sorte que grâce à cet apprentissage adaptatif, on aille cibler des choses, le travail sont vraiment efficaces, exactement bien ciblées. Et le 3e point, c'est le micro-learning, puisque notre logique, c'est de travailler régulièrement dans la durée, mais des petites durées de temps. Et pour arriver à faire quelque chose de bien ciblé et qui soit court, l'apprentissage adaptatif, et donc on a créé notre propre modèle qui s'appelle A9 Engine, et donc ça fait un jeu sur Artificial Intelligence déjà en 2004, alors que c'était 2004. Quand vous regardez les 20 dernières années que vous avez passées, puis particulièrement quand vous regardez les 20 dernières années de développement de l'IA, est-ce que vous avez l'impression qu'on a été trop vite dans l'évolution de l'IA et dans l'adoption de l'IA, où on est où on devrait être aujourd'hui? Bon, alors là, c'est presque une question philosophique, et de façon générale, j'aurais du mal à penser qu'on va trop vite quelque part, parce que si je pense qu'on va trop vite quelque part,
ça veut probablement dire que j'ai une mauvaise vision du monde, puisque le monde, il va à la vitesse où il va, et quand même, le monde, je pense qu'il a raison. Il va peut-être trop vite pour moi. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais je pense que le monde, il va à sa raison, enfin à sa vitesse pour de bonnes raisons. Après, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il faut faire attention? Oui. Est-ce que si j'avais la possibilité d'appuyer sur un bouton qui arrêterait les développements en IA parce que je crains que ça va trop vite, et est-ce que j'appuierais dessus? Sûrement pas. Il y a de façon générale plein de gens qui travaillent sur plein de sujets différents. Moi, je pense qu'il faut leur faire confiance aux uns et aux autres de travailler de façon responsable avec les différentes contraintes qu'ils ont sur les différents sujets qu'ils traitent. Et je me vois mal être légitime pour dire ah non, il faut bloquer un tel et pas un tel, ou bloquer tout le monde. J'ai plutôt tendance à faire confiance aux gens et aux équipes. Antoine Brenner, merci pour cette présentation d'AIMigo et d'avoir parlé un peu de cette évolution-là. Je rappelle que vous êtes cofondateur et chef de la recherche IA chez AIMigo. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous avez donné le goût à bien des gens qui nous écoutent de se mettre ou de se remettre à l'apprentissage linguistique avec un coach comme ça virtuel. Merci. De rien. Merci Bruno. Au revoir. Cette semaine, Google a présenté Gemini Code Assist, un outil gratuit d'assistance au codage basé sur l'IA, désormais disponible au public, conçu pour accompagner le développement logiciel à toutes les étapes du cycle de vie. Pour nous parler de ce nouvel outil, on va aller rejoindre dans les bureaux de Google Ouda Kadiwi. Elle est ingénieure et médecin de formation. Et puis aujourd'hui, chez Google, elle est spécialiste d'IA, ingénieur client chez Google. Bonjour, Ouda Kadiwi. Bonjour. Ouda, Google qui présente un nouvel outil pour aider les spécialistes du code, les développeurs. Qui vous visez exactement avec Gemini Code Assist? Gemini Code Assist, la version qu'on a sortie hier, vise vraiment les étudiants, les hobbyistes, les personnes qui veulent utiliser ces outils d'assistance à la programmation pour les aider, pour apprendre plus, pour accélérer ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est pas mal le public de cet outil-là. Ouais. Est-ce que c'est l'équivalent d'un prof? Est-ce que c'est l'équivalent d'un coach? Est-ce que c'est l'équivalent d'un exécutant? Vous diriez qu'il est de quel niveau? Je pense un peu de chaque. Nous, on l'imagine comme une nouvelle personne, un nouveau membre de l'équipe avec des connaissances. Donc, il va venir nous aider, nous expliquer une portion. Comme quand on est en travail de groupe, on pose des questions à nos collègues parce qu'ils en savent peut-être un peu plus. Donc, dans le sens d'apprentissage, un peu de l'apprentissage, dans le sens de connaissances accélérées. Donc, c'est un expert de la programmation, un outil expert de la programmation. Puis, c'est pas mal comme ça qu'on le voit. Il y avait déjà un peu de ça dans des outils précédents que vous avez présentés. Qu'est-ce qui fait que Gemini Code Assist devient une entité en soi? Pourquoi c'est important qu'il existe comme tel? Les outils de langage, modèles de langage, c'était des outils qui faisaient beaucoup de choses, dont le code aussi. Là, on vient vraiment avec quelque chose qui est spécifique à la programmation, qui vient s'intégrer dans les outils du développeur. Donc, ce sont une extension qu'on installe dans différentes plateformes et donc qui est là spécifiquement pour cette tâche de la programmation par rapport à ce que les autres outils de langage plus généraux, ils sont capables de faire ça, mais c'est pas dans notre environnement de développement. Donc, on a cet outil-là qui vient, qu'on installe, qu'on va récupérer gratuitement et qui va nous permettre de travailler dans notre environnement et nous augmenter dans notre processus. Vous connaissant chez Google, vous avez fait des tests, il y a eu des heures et des heures à tester la bête avant de l'offrir comme ça à la communauté. Ça a été quoi le retour des gens qui ont travaillé avec cet outil-là jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les expériences ont été positives. Donc, c'est un outil, le Code Assist existait initialement. On avait une version plus enterprise. Donc, on a vraiment quelque chose qui existe et qui est déjà déployé dans les compagnies. On voit de la valeur, on voit le retour. Nos clients sont très contents qu'ils les ont utilisés. Puis là, justement, l'idée, c'est, vu que ça va être des outils qui vont être présents dans l'espace professionnel, mais autant mettre ça à disposition gratuitement
aux autres personnes qui pourraient ensuite aller, c'est des étudiants, etc., qui pourraient se retrouver dans le milieu professionnel. Puis là, il n'y a plus besoin d'une courbe d'apprentissage. Donc, ces outils-là, retour positif dans tous les aspects. Puis, je m'attends à ce que le retour des utilisateurs depuis hier soit tout aussi positif. Ouais. Ben, j'allais justement vous poser la question, qu'est-ce que vous espérez maintenant qu'il est disponible, puis vous l'avez dit 2 fois, on va leur souligner, il est gratuit, on peut aller le chercher et donc travailler directement à partir là, en l'intégrant dans des outils qu'on utilise pour faire du développement. Qu'est-ce que vous espérez en le rendant gratuit comme ça? Ben, moi, je pense que la première chose, on veut donner les outils nécessaires pour assurer le succès à notre communauté. Moi, je pense actuellement, les étudiants, moi, quand j'étais à l'ETS, ça aurait été un outil que j'aurais aimé avoir pour accélérer mon apprentissage, puis me permettre d'arriver à un milieu professionnel avec l'outil qu'on a. Puis il y a aussi, pour l'autre grande catégorie qui sont les hobbyistes, la programmation peut être juste un outil. Donc, accélérer l'innovation. Il y a des fois, on a des idées. Puis là, avant, il fallait aller chercher Internet, essayer de bien formuler ce qu'on voulait, essayer de trouver le bon morceau de code. Parce que notre finalité, ce n'était pas vraiment le code lui-même, c'est l'application. Que ça va donner, c'est ça. Le projet qu'on voulait faire. Et donc là, moi, ce que je m'attends, c'est vraiment de l'accélération d'innovation. Les modèles sont de plus en plus performants. Donc, c'était vraiment juste la mettre dans les mains des utilisateurs et des utilisatrices. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère voir, ou je m'attends en fait à voir ça très, très rapidement. Vous avez parlé de votre époque à l'ETS. Avant ça, vous avez étudié, vous êtes médecin. Quand vous regardez où on est rendu aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, quand on arrive à sortir des outils aussi pointus, qu'est-ce que ça vous dit, vous, pour l'étudiante qui était là hier, qui aujourd'hui se retrouve à travailler avec des outils comme ça, puis à les offrir à la communauté? J'ai du mal à y croire tous les jours. La rapidité à laquelle tous ces outils sont apparus et sont devenus extrêmement performants est incroyable. Moi, si j'avais cette opportunité-là, ça aurait beaucoup, beaucoup accéléré aussi mon apprentissage parce que justement, passer de la médecine à la programmation sans savoir programmer, c'était un gros challenge. Je pense que j'ai réussi, je l'ai réussi, mais ça aurait aidé à faire ça beaucoup plus rapidement, à améliorer la recherche. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en recherche, qui utilisent encore la programmation comme un outil littéralement pour avoir des résultats, pour faire des analyses, etc. Puis là encore, c'est quelque chose, ça se fait tout seul. Puis les humains, puis nous, on a tendance à s'habituer les choses sont excitantes et impressionnantes quelques jours, puis on s'y habitue. Moi, je dis, prenons un peu de recul, puis réalisons où est-ce qu'on en est, toute l'avancée qu'on a faite en très, très peu de temps. Donc, hâte de voir encore plus ce qui va s'en venir. Mais... Pour quelqu'un qui a le bagage académique pour sauver des vies, aujourd'hui, avez-vous l'impression de changer des vies en offrant cet outil-là aux gens? Absolument. Ouais. Je rappelle, Ouda Kadioui, que vous êtes spécialiste d'IA chez Google à Montréal, au service ingénieur client, et on parlait de Gemini Code Assist. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Autour de mes collègues, et on commence avec Catherine Dupont-Gagnon. Ma collègue nous apprend que la solitude est devenue un enjeu croissant de cybersécurité car elle rend les individus plus vulnérables aux arnaques. On l'écoute. Est-ce que la solitude est un enjeu de cybersécurité? Selon certains experts, il semblerait que oui. Et à y regarder de plus près, c'est une perspective qui fait réfléchir. Prenons un instant pour imaginer la situation. Vous êtes seul depuis un moment, peut-être que vous avez déménagé récemment, que vous avez un emploi très prenant ou que votre cercle social s'est simplement réduit avec le temps. Comme beaucoup, vous vous tournez alors vers les réseaux sociaux ou les applications de dating pour combler ce vide. Après tout, c'est à ça que ces plateformes-là servent, non? Puis, un jour, un message s'affiche. « Hey, j'ai vu qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Envie de discuter? » Un simple message, anodin en apparence, qui peut pourtant marquer le début d'une arnaque. Des histoires comme celle-ci, ça se multiplie. Le scénario, c'est souvent le même. Un escroc repère une personne isolée, entame une conversation, tisse un lien de confiance et après quelques semaines, commence à demander de l'argent sous divers prétextes. Cette technique a un nom, l'arnaque sentimentale. Elle fait des ravages sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, avec les progrès de l'intelligence artificielle et des deepfakes, ces manipulations sont de plus en plus difficiles à détecter. Il y a également son cousin, la fraude de type pick butchering, une fraude mélangeant romance et arnaque financière.
Un article de Wired qui est intitulé The Loneliness Epidemic is a Security Crisis, donc l'épidémie de solitude est une crise de sécurité, mettant en avant cette problématique en soulignant que la solitude, de plus en plus grandissante, elle est exploitée par les cybercriminels, notamment dans le contexte de ces arnaques sentimentales. À savoir, les arnaques sentimentales ou romances scams sont particulièrement exigeantes en temps de communication. L'arnaqueur doit, après tout, mener une grande opération de séduction via messagerie, parfois sur plusieurs semaines, voire des mois. Elle nécessite donc que les escrocs construisent des relations avec leurs cibles via des applications de rencontres ou des réseaux sociaux. Et pour ça, les arnaqueurs vont utiliser des chatbots qui sont basés sur l'IA générative pour rédiger des scripts et converser en plusieurs langues parfois. Les fraudes sentimentales représentent déjà un véritable business pour ces arnaqueurs. En 2024, les Canadiens à eux seuls ont déclaré au Centre antifraude canadien 58 millions de dollars de pertes dues à des escroqueries amoureuses. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport au niveau antérieur à la pandémie et probablement de la pointe de l'iceberg. En effet, on sait que peu de gens, environ 5 à 10% selon les estimations, déclarent au Centre antifraude lorsqu'ils sont victimes d'arnaques. Le lien entre la solitude et la cybersécurité ne s'arrête pas aux arnaques sentimentales. La fatigue numérique joue également un rôle crucial. Avec l'augmentation constante des notifications, des emails et des messages, notre capacité à rester vigilant diminue. Plus on est sollicité numériquement, plus on prend des décisions impulsives et plus on devient vulnérable aux cyberattaques, comme le phishing ou les fraudes à l'identité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'abord, il est essentiel de reconnaître que la solitude peut être une faiblesse exploitée par des criminels. C'est un facteur de vulnérabilité. Se reconnecter avec le monde réel, renouer avec de vraies relations hors ligne, c'est non seulement bon pour notre bien-être, mais aussi pour notre sécurité. Au fait, qui est la démographie qui se sent le plus seule? Selon certains sondages, ce sont des gens âgés entre 30 et 44 ans. En effet, 29% de ce groupe déclaraient ressentir souvent ou fréquemment de la solitude. En comparaison, les adultes âgés de 65 ans et plus n'étaient que 10% à rapporter la même chose. Les facteurs socio-économiques peuvent également augmenter ce sentiment de solitude. Selon une étude, les Américains faisant moins de 30 000 $ annuels étaient ceux qui se sentaient le plus seuls par rapport à leurs concitoyens avec des revenus supérieurs. Ensuite, sur le plan technologique, des solutions existent. Ne pas partager d'informations personnelles en ligne, rester sceptique également face aux messages un peu trop engageants. Quand c'est trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Bref, prenez le temps de jaser avec votre voisin la prochaine fois que vos chemins se croiseront. Après tout, combattre la solitude dans la vraie vie, c'est essentiel pour être plus en sécurité en ligne. Et on retrouve à nouveau Thierry Weber qui a patienté tout ce temps-là. Thierry Weber nous raconte comment la Suisse se positionne discrètement comme un acteur clé de l'intelligence artificielle grâce à des centres de recherche de grandes entreprises technologiques. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Est-ce que la Suisse deviendrait enfin ou peut-être un leader de l'IA? C'est la question que je me suis posée cette semaine, puisqu'il y a une révolution discrète qui se passe ici dans mon pays. Oui, la Suisse est discrètement devenue un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors que le monde entier s'émerveille devant les prouesses de ChatGPT et autres outils de l'IA. Eh bien, la Suisse se positionne comme un centre névralgique pour les recherches et le développement dans ce domaine. Mais cette ambition de leadership se heurte à des défis spécifiques. En effet, la Suisse pourrait sembler une terre d'accueil des géants de l'IA, des géants de la tech tels que OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, IBM, Disney et Nvidia ont établi des centres de recherche en IA à Zurich, dans la partie germanique de ma belle Helvétie. Alors ces grandes marques, elles ont été attirées par l'expertise des institutions locales comme l'EPFZ et l'Université de Zurich, ces hautes écoles. Ce phénomène a un impact considérable sur l'écosystème suisse dans l'IA, mais pose également des questions sur la capacité du pays à développer ses propres champions. Oui, parce que les atouts et les défis de la Suisse dans le domaine de l'IA sont
assez gros. On a effectivement un écosystème florissant avec la présence de ces entreprises de premier plan qui stimulent l'innovation et attirent les talents de l'EPFZ, l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en particulier. C'est un véritable incubateur de start-up ayant généré une dizaine de nouvelles entreprises autour de l'IA rien qu'en 2024. De plus, le Swiss National Supercomputing Center, le fameux CSCS, a mis en service le supercalculateur ALPS, permettant aux chercheurs suisses d'entraîner des modèles d'IA à grande échelle. Une sorte de bac à sable dans lequel tout un chacun peut s'essayer à faire tourner des modèles. Mais voilà, il y a des questions de dépendance et des manques de financement parce que la Suisse reste largement dépendante des technologies développées par les géants américains. Le pays peine d'ailleurs à créer ses propres entreprises dans le domaine de l'IA, en partie à cause du manque de financement. Quelque chose qui colle un peu à la peau de notre pays. Les startups suisses ont du mal à lever des fonds importants, contrairement à leurs homologues américains qui bénéficient d'investissements massifs. Les coûts salariaux élevés, la faible disponibilité de capital risque et la bureaucratie sont autant de freins à l'émergence de champions suisses de l'IA. Oui, c'est un peu dans notre ADN, effectivement, en Suisse, d'être un peu moins, aventureux dans ce qui concerne la mise à disposition de capitaux. Parlons aussi de la nécessité de modèles open source pour réduire sa dépendance. La Suisse doit développer ses propres modèles linguistiques open source performants, capables de rivaliser avec ChatGPT. Cela permettrait aux entreprises suisses de créer des applications d'IA à moindre coût et de stimuler l'innovation locale. On n'a pas besoin de rappeler l'exemple de la France qui a tenu son sommet il y a quelques jours, quelques semaines tout au plus, pour montrer qu'effectivement la Suisse doit aussi peut-être se bouger dans ce registre. En parlant d'attractivité et de réglementation, eh bien, la réglementation de l'IA ici est un autre enjeu crucial. Alors que l'Union européenne met en place une réglementation stricte, eh bien, la Suisse doit trouver un équilibre entre encadrement et incitation à l'innovation. Le pays doit également continuer à améliorer son attractivité pour les startups en simplifiant les démarches administratives et en favorisant l'accès au capital risque. J'ai parlé dernièrement dans un autre podcast que oui, la Suisse regarde du côté de l'Europe pour s'inspirer au niveau réglementation, pour peut-être trouver justement une façon de faire légèrement différente. Il s'agit ici d'une belle opportunité, on ne va pas censurer l'outil, mais plutôt cadrer son usage. Il y a donc une deuxième chance à saisir. Oui, la Suisse a manqué le coche de l'invention du World Wide Web au CERN, il y a de ça quelques dizaines d'années. L'histoire ne doit pas se répéter avec l'IA. Le pays a les atouts pour devenir un leader dans ce domaine, mais il doit relever les défis liés au financement, à la réglementation et à la dépendance technologique. En misant sur la formation, la recherche et le développement de modèles open source, la Suisse pourrait saisir cette deuxième chance et s'imposer comme un acteur majeur de l'IA au niveau mondial. En attendant que intelligence artificielle rime avec Confédération helvétique, ou plus précisément la Suisse, eh bien, j'invite les investisseurs à peut-être venir se pencher sur cette problématique de financement, en tout cas cette prise de risque de financement qui nous manque et qui nous fait défaut effectivement par rapport à nos voisins européens et peut-être tout simplement nos amis américains. D'ici là, réfléchissez bien, utilisez à bon escient votre intelligence artificielle, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant. Alors que la sortie de son livre « Vos clics, leur cash » approche, Stéphane Ricoul partage avec nous l'idée que la donnée pourrait être la nouvelle monnaie de l'économie numérique, à l'image du dollar dans l'économie traditionnelle. Je viens d'enchaîner une série de billets en lien avec le contenu de mon livre dont le lancement est prévu le 12 mars prochain dans les bureaux de Palsom. Mon objectif à travers cette série était de nous amener collectivement à nous interroger sur le fait que la donnée est peut-être plus qu'une simple ressource économique. Nous amener à nous poser la question si elle ne pouvait pas désormais avoir la même importance que le dollar a pu avoir au cours des siècles passés. Dans ce dernier billet de cette série,
Je vous invite donc à explorer avec moi cette hypothèse que je trouve fascinante, celle de considérer la donnée non seulement comme un levier de valeur, mais aussi comme une véritable monnaie dans l'économie numérique. Ma logique de pensée est la suivante. Tout comme le billet vert a façonné des sociétés entières, la manière dont nous gérons les données aujourd'hui pourrait bien définir l'équilibre de nos économies et nos fiscalités de demain. Donald Trump et Elon Musk sont malheureusement en train de donner raison, et heureusement en train de vous donner une raison d'acheter mon livre. Donc, prenons un instant pour revenir sur le rôle historique du dollar. À ses débuts, il n'était qu'un outil parmi tant d'autres, conçu pour stabiliser l'économie naissante des États-Unis. Peu à peu, il a évolué, passant d'une monnaie adossée à des métaux précieux comme l'or, à une monnaie fiduciaire reposant uniquement sur la confiance que le monde plaçait en elle. C'est cette confiance qui a propulsé le dollar au rang de monnaie de référence mondiale, régissant des échanges, des transactions et des décisions politiques globales. Faisons un rapide parallèle à présent avec la donnée, qui suit un chemin qui, sans être identique, présente quand même des similitudes intrigantes. Tout comme le dollar a été le résultat d'une stratégie délibérée pour unifier une économie, la donnée est le produit d'une révolution numérique qui s'est construite de manière exponentielle à partir de la connectivité des individus et des organisations. Née de la numérisation de nos activités quotidiennes, elle a gagné en valeur à mesure que les entreprises ont appris à l'extraire, à l'analyser et à en tirer profit. Elle est aujourd'hui une ressource convoitée, un levier pour des transactions allant de la publicité ciblée au développement de technologies d'intelligence artificielle. Retour donc à ma question du début, la donnée remplit-elle les fonctions fondamentales d'une monnaie? Pour y répondre, attardons-nous au fait que, pour qu'un actif soit considéré comme tel, il doit répondre à 3 caractéristiques essentielles. 1. Servir d'unité de compte, 2. De moyen d'échange et 3. De réserve de valeur. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'étonnamment, la donnée coche chacune de ces cases. Pour commencer, elle est à mes yeux une unité de compte. Pourquoi? Parce qu'elle est utilisée pour mesurer et quantifier le comportement des utilisateurs, pour évaluer des performances publicitaires ou encore pour segmenter des marchés. Ensuite, elle sert de moyen d'échange. Nos clics, nos recherches, nos interactions sur les plateformes numériques sont une forme de paiement indirect qui nous donne accès à des services qui paraissent gratuits mais qui sont en réalité financés par l'exploitation commerciale de ces données. C'est la définition même d'un moyen d'échange. Enfin, elle remplit également la fonction de réserve de valeur. Pour preuve, tant qu'elles peuvent être exploitées, les données accumulées gardent leur potentiel économique, générant une richesse latente pour des entreprises qui la détiennent. Leur capitalisation boursière pharaonique, celle des géants du numérique, me donne certainement raison. Là où le bas blesse, c'est que, contrairement au dollar ou à toute autre monnaie traditionnelle, la donnée souffre d'une absence flagrante de régulation et de gouvernance centralisée. Alors qu'une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine supervise et contrôle la masse monétaire pour stabiliser l'économie, il n'existe pas d'institution équivalente dans l'univers des données. Ce rôle est bien souvent assumé de manière implicite par les géants du numérique qui agissent comme des dépositaires informels de cette monnaie numérique, tout en échappant aux obligations de transparence ou de légitimité publique. Mais alors, si la donnée joue déjà le rôle d'une monnaie dans l'économie numérique, pourquoi ne pas l'intégrer plus explicitement dans notre système économique et fiscal? Pourquoi continuer à céder cette richesse à une poignée d'acteurs privés tout en laissant les citoyens, les gouvernements et les sociétés dans leur ensemble hors de l'équation? La question mérite d'être posée. D'autant plus que le citoyen consommateur, au centre de cette mécanique, cède ses données chaque jour sans vraiment en mesurer la portée. Avec chaque recherche en ligne, chaque géolocalisation, chaque interaction sur les réseaux sociaux, il alimente un système qui extrait et monétise son comportement en échange d'une contrepartie perçue comme gratuite, matérialisée par l'accès aux services numériques. Pourquoi acceptons-nous cela? Et si, au lieu de céder nos données sans contrepartie réelle, nous reprenions leur contrôle? C'est l'idée que certains penseurs et activistes technologiques poussent, celle d'inverser la dynamique actuelle pour permettre à chacun de monétiser ses propres données
ou de percevoir un dividende équivalent à leur exploitation. C'est l'idée que je pousse également dans mon livre « Vos clics, leur cash ». Un tel changement de paradigme pourrait remodeler la relation entre les utilisateurs et les plateformes numériques. Imaginez un monde où nous pourrions décider quand et comment vendre nos données en fonction de leur valeur ou de leur sensibilité. Un monde où nos clics et nos comportements numériques ne seraient plus simplement capturés et exploités à notre insu, mais où nous aurions un rôle actif dans ce processus. Ce serait un saut équivalent à l'introduction de la monnaie dans les premières économies marchandes, un bouleversement susceptible de redistribuer la richesse tout en repensant les modes d'interaction économiques. Si nous acceptons à présent collectivement l'idée que la donnée est un actif de grande valeur, alors la suite logique est claire dans ma tête, elle doit être taxée. Tout comme les revenus, la consommation ou la propriété sont soumis à l'impôt dans nos systèmes fiscaux actuels. Il me semble naturel d'appliquer un schéma similaire à la donnée. Dans ce scénario, la fiscalité ne se bornerait pas comme aujourd'hui à poursuivre les profits comptables ou à tracer la localisation des revenus, exercice qui est souvent futile avec les géants du numérique. Elle se focaliserait sur la ressource même qui constitue le cœur de l'économie numérique. Pour le secteur public, c'est une question d'équité. Les recettes fiscales générées par cette nouvelle approche pourraient être réinjectées dans l'économie numérique pour financer des projets d'infrastructure, des programmes de formation ou encore des initiatives de lutte contre la fracture numérique. Pour les entreprises, c'est un enjeu stratégique. Intégrer une fiscalité sur la donnée pourrait renforcer leur légitimité sociale tout en les incitant à adopter des pratiques plus responsables, comme celle de collecter moins de données superflues ou respecter davantage la vie privée de leurs utilisateurs. Mais comme pour toute innovation majeure, les défis sont nombreux. Les données diffèrent des monnaies traditionnelles malgré tout par plusieurs aspects importants. Déjà, elles sont non exclusives. Ça signifie que différentes entités peuvent exploiter les mêmes données en parallèle sans les épuiser. Ensuite, leur valeur est également largement contextuelle. Une donnée brute n'est utile que si elle est analysée, mise en contexte et exploitée dans un cadre pertinent. Ces caractéristiques spécifiques rendent difficile l'établissement d'une banque centrale des données ou d'une autorité équivalente capable de réguler leur production, leur distribution et leur taxation à l'échelle mondiale. Pour autant, si l'idée d'une centralisation stricte paraît utopique, cela ne devrait pas nous empêcher d'imaginer des alternatives inspirées du parcours historique des monnaies fiduciaires. Un nouveau contrat social pourrait être conçu, dans lequel la donnée, ce nouveau dollar, serait enfin régulée, redistribuée et fiscalisée de manière juste. Les États pourraient y jouer un rôle clé en édictant des règles communes tout en laissant place à l'innovation. Alors vous devez certainement vous demander présentement, mais où allons-nous à partir de là? L'idée de répondre à cette question relève plus du cauchemar administratif et politique que du rêve. Une chose est cependant certaine. La fiscalité doit évoluer pour s'adapter aux réalités d'une économie qui, elle, ne cesse de changer. Continuer à se focaliser uniquement sur les bénéfices ou les actifs physiques des entreprises devient de moins en moins pertinent à l'ère numérique. La donnée elle-même, comme nous l'avons vu, représente une richesse centrale qui serait irresponsable d'ignorer. Pourtant, prendre en compte cette ressource exige bien plus qu'un simple ajustement technique des lois fiscales. Cela implique un changement global de mentalité, une volonté de repenser les bases mêmes de notre économie en termes de partage, de responsabilité et de justice. Cette série de réflexions que j'ai posées dans les dernières semaines et qui achève à présent visait à poser les jalons de cette transformation. Chaque clic, chaque recherche en ligne, chaque donnée que nous générons est un fragment de la richesse collective. Soutenir un statu quo où cette valeur est monopolisée par quelques entreprises géantes revient à accepter une déconnexion croissante entre l'économie numérique et le reste de la société. Au moment où je lance mon livre « Vos clics, leur cash », un projet peut-être symbolique, mais qui se veut porteur d'un message clair. Souvenons-nous que l'enjeu est collectif. Repenser la fiscalité à l'ère du numérique n'est pas seulement une question d'équité financière. C'est une nécessité pour préserver la souveraineté des États, garantir la vitalité de nos économies et surtout maintenir un pacte social qui, sans cela, risque de s'effriter à mesure que nous avançons dans le monde
numérique. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as décidé de parler, j'allais dire, de l'industrie du UX. Oui, tout à fait. Écoute, j'ai capté il y a le 19 février Jacob Nielsen, qui est un de nos gourous dans le domaine du UX, qui est là-dedans depuis 35 ans, 42 ans même, je pense, qui est là-dedans depuis 42 ans, a sorti un newsletter, comme il en sort à toutes les semaines. Et c'est toujours assez intéressant. Puis celle-là, vraiment, était accrochante parce qu'elle disait... Elle est venue te piquer. Elle est venue me piquer dans les émotions. Puis, écoute, il dit dedans, le futur, il est lean, mean, scary for UX agency. Donc, le futur est mince, c'est peurant pour les agences UX. Et il y en a pas des masses au Canada, quand même, qui ne font que du UX. Il y a quand même des grandes organisations. Il y a des Deloitte, il y a des KPMG, il y a des départements UX, très accessoires à l'ensemble de l'œuvre de ce qu'ils font. Mais t'en as qui font que du UX aussi. Et dans les dernières années, on a vu vraiment une baisse. Et, en fait, on a vu une hausse de l'incompréhension de ce que fait le design UX dans les grandes organisations. On en a déjà parlé ici. On a l'impression que le UX design est quelque chose qu'on met en aval dans un projet numérique pour que les petits écrans soient beaux et ergonomiques. C'est pas ça le UX. En principe, le UX aide à l'aspect stratégique des projets en amont. Un projet comme la SAQ qu'on a vu récemment aurait pu éviter certaines erreurs, surtout des erreurs de compréhension humaine. On a vu des lignes à l'extérieur des bureaux de la SAQ. Ça aurait pu être évité si ça avait été pris en amont comme problématique. Et donc, on a vu dans les grandes organisations aussi, ça c'est un autre phénomène, beaucoup d'organisations se sont munies de départements UX très solides. Banque nationale, Desjardins, évidemment Shopify dont on a déjà parlé, et bien d'autres. Donc, le niveau consultation en a pris pour sa grippe. Donc, on est dans ce monde-là en ce moment. Et en plus, tu as les AI qui arrivent puis qui rognent un peu la périphérie de notre métier parce que ce qui est du design d'interface, ben tu peux commencer à prompter certains logiciels à faire une partie des interfaces. Tu as du UX writing, ben ça commence à être rogné aussi parce que l'écriture dans le domaine de l'informatique pour les sites web, ben on s'entend, je peux demander des choses aussi à l'AI. Ouais. Je peux aussi en recherche faire la même chose. Je vais interviewer des gens, ben les entrevues que je vais faire avec les gens, ben ils vont être enregistrées, décryptées, et analysées, et analysées par l'AI. Donc on commence on n'a pas le choix en ce moment de se poser des grandes questions, de se resituer, se réorganiser pour attaquer le marché. Et donc, tu as voulu réfléchir sur le sujet avec ton invité de cette semaine. C'est Marie Landu, qui est justement une pigiste en France, qui a fait cet exercice-là dans son niveau à elle de pigiste face à une industrie qui est de plus en plus agressive dans ce domaine-là. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ben, on va écouter l'entrevue. Merci beaucoup, puis bonne réflexion. Merci beaucoup. Comment faire comprendre aux entreprises mon métier d'UX designer? Ouais. Déjà, rien que ça. Comment faire comprendre la plus-value et les convaincre de me suivre dans la mise en place d'une démarche UX? Parce que c'était ça mon truc à l'époque. C'est que je voulais absolument appliquer le process de A à Z avec les méthodes, tu sais, les différentes phases. On appelle exploration, idéation, prototypage, évaluation, etc. Ouais. Bon, et alors forcément, avec ce discours, ça a coincé, quoi. Mais est-ce que c'est pire maintenant que ce l'était en 2018, selon toi? Non, parce qu'il y a eu cette période où on parlait beaucoup de l'UX et il y a eu un effet de mode, je pense, qu'il fallait recruter des UX designers. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a eu plein d'embauches. Mais je pense que la promesse n'était pas là. Est-ce que c'est la promesse qui n'était pas là ou est-ce que c'est la formation des gens qui ont été embauchés je pense qu'il y a côté patronal, il y a des gens qui se sont dit, ils sont capables de faire ce que tu viens de décrire, là, les grandes étapes de l'alignement du début jusqu'à la conception. Et ils se sont souvent retrouvés peut-être avec des gens qui n'avaient pas ces formations-là pour venir challenger le début d'un projet, finalement. Le problème, c'est que je te dis, la promesse d'amener un framework, d'amener une démarche, c'est insuffisant pour une boîte. Elle veut qu'on lui fasse gagner de l'argent, très concrètement. Oui, tout à fait. Non, mais il faut en revenir à ça. Mon père, récemment, m'a dit, Marie, t'as enfin compris qu'il faut que tu fasses gagner de l'argent aux entreprises. C'est ça. Et c'était le sujet d'un autre billet de Jacob Nielsen l'autre semaine auparavant. C'est apprenez à parler le langage des gens d'affaires. Mais alors, il y a ça. Donc, effectivement, j'ai appris ce langage. Et il faut surtout se dire, j'ai une expertise. Donc, je maîtrise des méthodes, un process et tout. Quelle est la plus-value? Sur quoi je fais la différence?
par rapport à une équipe produit qui est toute seule, par rapport à un porteur de projet, un start-upper qui est tout seul avec son dev. Qu'est-ce que moi je fais de mieux en fait? Et sur quel indicateur chiffré, sur quel KPI on va le voir une fois le produit lancé? Par exemple, moi j'ai fini par voir que j'avais de l'impact sur certains KPI. Par exemple, le taux de rétention des utilisateurs. Tu vois, c'est le fait que les gens ils reviennent sur une application. Eh bien, moi, j'ai un savoir-faire là qui fait que je peux améliorer un parcours utilisateur et avoir un haut degré de certitude que ce parcours va être facile à utiliser pour les gens et qu'ils vont voir une vraie plus-value à la fonctionnalité. Grâce à toutes les méthodes que je maîtrise maintenant, tu vois. Et donc, je vais pouvoir agir sur ce KPI taux de rétention. Donc, c'est peut-être ma spécialité, enfin, c'est peut-être mon expertise à moi, Marie Glandus, typique. Peut-être que d'autres designers auront pas ça. Ils auront d'autres, comment je pourrais dire, d'autres KPI qui le font bouger. Mais qui sont toujours quand même bien relatifs parce que vont rétorquer les équipes en place. Oui, mais on y serait arrivé aussi. À partir du moment, on n'a pas le projet A et le projet B qui sont absolument similaires, dans lequel l'un a du UX et l'autre n'en a pas. Alors justement, j'ai remarqué ça en freelance. Je me suis dit, mais qui sont les clients qui viennent vers moi? Et en fait, ce sont les clients qui ont un problème, par exemple, avec la rétention des utilisateurs. Voilà. En fait, il faut qu'ils aient un problème, qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Et c'est là qu'ils se disent, mince, j'ai déjà essayé avec mon dev, on a déjà fait des améliorations, la V1, la V2, la V3, machin, on n'y arrive pas, ça change toujours pas. On a un taux d'abandon hyper élevé. Les gens téléchargent, mais ils n'utilisent pas notre application. On a besoin d'une expertise. Laquelle? Celle d'un UX designer. Et ça prend tout son sens là. Là, ça prend tout son sens. Ouais, quand il y a une problématique, effectivement. Il faut qu'il y ait un problème business quelque part et qu'il y ait ce KPI lié à l'usage du produit qui soit défaillant pour qu'on puisse dire, là, on a besoin d'une expertise pour faire bouger ce KPI. Et est-ce qu'on n'est pas rendu en 2025 à faire comprendre ou à avoir des clients qui viennent nous voir en prévention avant d'avoir le problème? Alors, je me suis beaucoup intéressée à la vente. Parce qu'à un moment donné, dans mon parcours, là, j'avais plus de clients suite à une grosse blessure à l'épaule. Donc, pendant 1 an, j'ai mis mon activité en pause. Et en fait, ils m'ont appris, ces coachs en vente, sales, qu'on doit s'adresser à des cibles qui ont un problème dur. Dur, D pour douloureux, U pour urgent, R pour reconnu ou conscientisé par la cible. Ouais, c'est cool. Ouais. Et en fait, ma coach m'a expliqué que je pouvais pas vendre à quelqu'un qui n'a pas une douleur forte, qui ne souffre pas de quelque chose et qu'elle a conscience de ça et que c'est urgent d'agir. Elle m'a dit, tu vas avoir un mal fou à vendre à des gens qui ont pas un problème dur. Donc, trouve-moi dans ta cible des gens qui ont un problème dur que tu peux soulager. Et en faisant cette réflexion, en réfléchissant à ça, en menant cette réflexion, effectivement, j'ai trouvé que ce sont les startups, par exemple, qui ont lancé un produit et qui ont un faible taux de rétention ou qui ont un fort taux de churn. Il y a des enjeux UX quand on veut lancer un produit, mais il y a aussi des enjeux UX quand on a lancé un produit et qu'il n'a pas les résultats escomptés. Quand le produit a plusieurs années de vie et que les gens commencent à se lasser, ils commencent à aller chez les concurrents parce qu'ils sont mieux faits. Exact. Là, il y a aussi des enjeux UX. Il y en a, en fait, surtout un peu toute la vie du produit. C'est à nous de voir aussi où est-ce qu'on veut se positionner, où est-ce qu'on prend du plaisir à travailler aussi. Moi, je crois, avant, je disais, je peux œuvrer pour toutes les entreprises, dans tous les cas, sur tous les projets, dans tous les secteurs. Et en fait, j'ai appris que c'est pas la bonne façon d'adresser le marché et de trouver des clients. Là, par exemple, tu vois, l'année dernière, je suis intervenue pour une start-up qui avait déjà lancé un produit et qui devait changer, qui devait conquérir un nouveau marché parce que il y avait des problèmes légaux. En gros, elle pouvait pas continuer son produit actuel. Et donc, il fallait absolument que ce produit perce directement dès le lancement.
Sinon, financièrement, ça allait vraiment pas, tu vois. Ils étaient vraiment pas bien du tout financièrement. Et donc, ils me prennent moi pour les aider sur cet enjeu-là, d'avoir un fort taux d'adoption des utilisateurs dès la sortie de la V1. No pressure. Ouais, mais no pressure, mais je préfère ça. Je préfère ça et me dire, voilà, je me responsabilise, j'ai une vraie expertise là-dessus, c'est mon savoir-faire, je suis payée à la hauteur de mes compétences, je suis stimulée par l'enjeu, je sais exactement quand ma mission est terminée, quand c'est une victoire, une vraie, parce que juste lancer un produit, par exemple, si on me dit là, je veux lancer mon MVP cet été, c'est pas une victoire parce que ce MVP, tu peux le lancer, il fait un flop total. Exact. Et moi, mon boulot de designer UX, c'est justement de prévenir ces flops. Et de valider, on a une méthodologie parce que bien des gens dans notre industrie qui ont les mêmes prétentions d'accompagner des startups, d'accompagner des processus. Est-ce que tu ne crois pas que nous, on a cette différence? Je te mets un peu les mots dans la bouche aussi, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on a cette différence que nous, on valide réellement avec les utilisateurs, avec les humains à qui sont destinées ces initiatives-là? Moi, je pense que quand on est designer, c'est-à-dire concepteur pour l'expérience utilisateur, on a une capacité à agir sur les KPI liés à l'usage du produit. Directement, ouais. Normalement, c'est ça notre périmètre. Sinon, il y a un problème. Voilà, si tu conçois pour l'expérience utilisateur, faut qu'on puisse mesurer un indicateur qui concerne les utilisateurs. Ouais. Non, c'est sûr. Oui, effectivement, mais c'est peut-être ça qui fait la différence aussi, là. Donc, voilà. Après, à nous de trouver aussi quel domaine on aime. Tu vois, je sais qu'il y en a qui adorent travailler sur des SaaS. Il y en a qui adorent travailler sur des apps B2B ou B2C. Il y en a qui aiment les logiciels ultra complexes dans des secteurs comme la finance ou le BTP. Tu vois, moi, par exemple, ça va pas trop me plaire, tout ça. Et c'est OK parce que je pense que le mieux, c'est qu'on soit chacun niché, qu'on trouve chacun notre spécialité quelque part. Enfin, je veux pas parler spécialité, mais qu'on ait chacun notre expertise spécifique. Et puis qu'on puisse, comme ça, chacun trouver notre place sur le marché et pas se retrouver à tous être des clones qui postulent tous aux mêmes offres par centaines, à des offres qui n'ont aucun sens parce qu'on demande plein de trucs et c'est le mouton à 5 pattes. Et enfin, ça n'a plus aucun. Je trouve que ça n'a plus aucun sens ces offres d'emploi là. Et en plus, on entretient le mouvement en continuant à postuler à ces offres. Ouais, c'est vrai. Comment tu vois le métier évoluer dans la prochaine année? J'oserais même pas dire dans les 2 prochaines années parce que les choses bougent tellement vite en ce moment, comme je le disais en entrée de jeu avec l'AI aussi. Toi, tu te vois te positionner de plus en plus vers quoi dans la prochaine année en tant que consultant? Alors alors déjà, je veux aider les designers à mieux se positionner et à arrêter de vendre du livrable. Parce que les livrables, l'intelligence artificielle les produit, donc il faut arrêter de s'engager sur des livrables, des maquettes, des synthèses, des rapports, des je ne sais quoi. Les frameworks aussi, il faut arrêter d'être sur ça, tu vois, ce que je disais au début. Non, les boîtes, elles attendent qu'on fasse bouger un indicateur lié à l'usage du produit. Ça doit être ça maintenant, notre taf. Et qui ne se retrouvent pas devant un modèle d'affaires qui ne fonctionne pas également. Il faut le valider rapidement avec eux pour éviter le cas dont tu parlais tout à l'heure, cette entreprise qui, si elle ne faisait pas un pivot, elle allait peut-être mourir. Là. Oui. Quand je dis faire bouger un indicateur ou atteindre un indicateur avec un nouveau produit. Si tu n'as pas de produit encore, effectivement, tu pars de zéro. Et donc, il faut, au lancement, dès la première version, atteindre un certain chiffre. Donc ça, oui. Donc ça, c'est l'avenir que je vois proche pour les designers. Parce que déjà, ils commençaient... Enfin, moi, je me faisais bouffer par mes collègues. Les PO, les développeurs qui me disaient « Regarde, moi aussi, je sais dessiner un écran, je suis designer. Regarde, moi aussi, je fais du Figma, je suis un designer. Ah, mais moi, je vais continuer à faire tes entretiens, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Moi aussi, je peux faire le travail du UX design. » Tu vois ?
j'ai vraiment dû, à un moment donné de ma carrière, me poser et me dire, sur quoi je fais la différence. Si tout le monde me dit qu'il est capable de faire, il faut que je trouve autre chose. Et c'est quoi la différence? Mais la différence, c'est que je suis capable, grâce à mon process de design UX, de garantir l'adéquation entre le point de vue de l'utilisateur et du concepteur. C'est-à-dire que les utilisateurs vont percevoir et apprécier le produit de la manière souhaitée lorsqu'il sera lancé. Et ça va éviter tous les redéveloppements. Ça va permettre aux responsables produits d'atteindre ces résultats souhaités. Ouais. Je parle de traction, de rétention, de revenus récurrents, ces choses. Tu vois? Ouais. Marie, merci vraiment beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant. OK, top. Eh bien, voilà, on y est. C'est la toute fin de cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues, Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis sinon, peut-être à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir. Portez-vous bien.